d'être aussi nombreux pour cette conférence de fin de journée sur la zone économique exclusive de la France. Cette table ronde est proposée par l'association des professeurs d'histoire-géographie, les Clionautes, que j'ai le grand honneur de présider depuis maintenant quelques années. Et en fait, cette table ronde, elle est née d'un besoin des enseignants, parce que la mer est très présente dans les programmes, notamment dans les programmes de géographie. Vous l'avez au collège, vous l'avez en terminale. Je vous ai mis par exemple un extrait du programme de terminale où il est bien question de la ZEE. Donc nous avons des documents dans les manuels, mais parfois, force est de constater que ça reste un petit peu abstrait, que les 11 millions de kilomètres carrés, hormis d'être un chiffre saisissant, on n'arrive pas forcément à bien saisir à quoi tout cela correspond, à quoi tout cela sert, d'où cette conférence. Alors, notre association a invité des spécialistes. Alors, à ma gauche, vous avez Christian Buchet. Christian Buchet qui n'en est pas sa première conférence. Il y en a certainement parmi vous qui l'ont déjà entendu dans d'autres conférences pour ces rendez-vous de l'histoire de bois. Donc, il est directeur scientifique d'Océanite, qui était un programme de recherche XXL sur la mer qui a mobilisé plusieurs centaines de chercheurs venus de très nombreux pays. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et son dernier ouvrage, qui s'intitule Osons la mer, est sorti il y a quelques mois. C'est un grand succès et à cette occasion d'ailleurs, Christian Buchet avait déjà fait une conférence pour les Clionautes. Donc bref, sa présence était totalement incontournable pour discuter du sujet. Encore à sa gauche, nous avons Eudes Riblier. Alors Eudes Riblier est président de l'Institut français de la mer. C'est une association qui répond à un but d'utilité publique, qui va chercher à faire la promotion de la mer, de ses activités. Et dans le cadre de cette association, vous avez une revue, un mensuel, la revue maritime. Monsieur Riblier en a d'ailleurs apporté quelques exemplaires pour ceux que cela intéresserait. Il y a un numéro 520, qui traite abondamment déjà de la question de la zone économique exclusive. Et cette association organise les mardis de la mer. Ce sont des conférences. Vous voyez, la prochaine, le 11 octobre, je vous donne juste le titre pour vous réviser un peu. La mer dans la stratégie militaire de la France avec le chef d'état-major des armées. Je pense que ça doit être très bien. Alors vous allez me dire, oui, mais là je suis méchante avec vous, je pars d'une conférence lointaine. Sachez qu'on peut la suivre virtuellement. Alors, nous avons ici des petits dépliants. Je vous laisserai les consulter à la fin, repérer les QR codes qui vont bien, pour que vous puissiez aussi en profiter. Voilà. Alors, j'ai prévu cette démarche pour cette conférence. J'espère la tenir, parce que je sais qu'à ma gauche, j'ai des auteurs qui sont volubiles. Donc je vais essayer de garder la maîtrise. Ce qui est prévu au départ, c'est très classiquement de définir la ZEE, aussi bien ce qu'est une ZEE, mais aussi les contours géographiques de la ZEE française. Ensuite, on aura une réflexion partagée sur la politique maritime de la France. En troisième position, on se demandera si notre ZEE est un atout pour notre géopolitique, un atout de géopolitique. Et enfin, parce que, après tout, il n'est pas question de pouvoir avec la ZEE, il y a aussi derrière des questions de responsabilité. Nous avons des devoirs aussi face à ces étendues marines. Eh bien, on évoquera les politiques de préservation de ces espaces menées par la France. Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais me tourner vers nos spécialistes pour qu'ils nous rappellent brièvement ce qu'est une ZEE en général, ce qu'est la ZEE française, voilà, sa place parmi les autres ZEE, et puis éventuellement aussi les contestations que cette ZEE peut susciter. Je vous laisse la parole, messieurs. Alors, la zone économique exclusive, c'est cette zone qui part du rivage, grosso modo, à partir du rivage,
c'est-à-dire à partir de la moyenne des basses mers. Vous avez une mer territoriale qui fait 12 000. Vous avez une possible zone contiguë qui fait également 12 000, donc grosso modo, allez, disons 20 km. Et la zone économique exclusive, elle, à partir de cette ligne de base, elle va jusqu'à 200 000. Et puis il y a la possibilité, mais c'est une zone économique exclusive et ça n'est pas une zone de pleine souveraineté. C'est une souveraineté économique. Et puis au-delà, vous avez la possibilité pour les États de demander une extension de plateau continental. C'est une extension de la ZE, mais qui ne donne des droits que sur le sous-sol. Que sur le sol et le sous-sol, et pas sur la colonne d'eau. Donc voilà la répartition géographique, ou plutôt la répartition territoriale de la ZE. Si maintenant on regarde les ZE françaises, vous avez une image à nous donner. La ZE française, elle est constituée pour presque rien de la ZE de la France métropolitaine. C'est 370 000 km² sur les 11 millions. Si on va regarder d'abord la plus grande, c'est celle autour de la Polynésie française, qui fait presque la moitié, pas tout à fait, mais presque la moitié, 4,5 millions de km², tout ça pour 280 000 habitants. Et puis on a celle de Nouvelle-Calédonie, pour continuer dans le Pacifique, qui fait 1 450 000 km², celle de Wallis et Futuna qui fait 270 000 km², et puis celle de l'îlot de Clipperton que vous voyez là, qui à elle seule fait 430 000 km². On peut continuer à aller vers l'est. Vous avez les Antilles qui ont 140 000 km², la Guyane qui a 200 000 km², et puis Saint-Pierre-et-Miquelon là-haut qui a une toute petite ZE qui fait 12 000 km². Et puis passons maintenant dans l'océan Indien pour un total de 2,6 millions de km². Vous avez toute la zone Saint-Paul-Amsterdam, Kerguelen, Crozet qui fait 2,3 millions de km². Tromelin qui fait 280 000 km², Mayotte et les îles Éparses qui font 775 000 km². Donc voilà comment est composée notre ZE. Vous voyez qu'elle est ultramarine. Elle est vraiment ultramarine. Christian. Elle est ultramarine. Elle est ultramarine à 96%. Ce qui me fait dire personnellement que l'outre-mer est la grande chance de la France, et la France et son outre-mer la grande chance de l'Union européenne, parce que grâce à la ZE française, finalement, l'Union européenne est le premier domaine maritime au monde, affublé de surcroît du plus grand linéaire maritime au monde, et c'est à se demander d'ailleurs si avec Malte et la Grèce, nous n'avons pas aussi le plus grand nombre de navires au monde. C'est-à-dire que, globalement, face à la sinistrose que nous avions entendue depuis quelques années sur l'Europe, l'Union européenne, elle a du potentiel, et c'est peut-être ce qui explique d'ailleurs, d'un certain point de vue géopolitique, l'acharnement d'un certain nombre d'États, amis, d'autres moins, vis-à-vis de cette Union européenne. Nous rentrons, là je vous fais part de quelques éléments du programme Océanide, nous avons la chance, notre génération au sens large, de 7 à 117 ans, allez, de vivre l'avènement d'un troisième temps de l'histoire. C'est-à-dire que notre génération a la chance de vivre quelque chose qui n'arrive pas tous les 4 matins. Il y a eu le temps des Méditerranées au pluriel jusqu'au tournant du 14e, du 15e, 16e siècle, c'est-à-dire la Renaissance. Nous sommes rentrés après avec Bartholomé Diaz qui double le cap de Bonne-Espérance dans le temps de l'Atlantique, puisqu'il a le génie de mettre en connexion l'océan Indien avec l'océan Atlantique en 1488, puis 1492, c'est bien sûr la découverte de l'Amérique. Et aujourd'hui, nous rentrons dans un nouveau temps de l'histoire que nous avons appelé, je vous rassure, non pas le temps du Pacifique, parce que ça voudrait dire que l'Union européenne est sur le vent de touche de l'économie mondiale, mais le temps de l'océan mondial, parce que notre génération prend conscience, contrairement à toutes les générations derrière nous, que la mer est un univers à 4 dimensions. La surface sur laquelle on a toujours circulé depuis fort longtemps, sur laquelle les pêcheurs se sont escrimés à quelques dizaines de mètres en profondeur, mais tout ça, on reste dans la surface. C'est oublier 3 dimensions essentielles. Deuxième dimension, c'est la tranche d'eau que Driblier a évoqué tout à l'heure. Troisième dimension de la mer, 71 et des poussières, bientôt 72 avec le réchauffement climatique. 72% de la surface du globe, ce sont des terres immergées. Et on sait même maintenant que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre. C'est-à-dire que nous avons là
grâce à cette outre-mer, grâce à cette ZEE, quelque chose d'assez étonnant. Il m'arrive de faire parfois poser des cols quand on a le temps, mais là, la thématique est tellement fléchée que je ne pourrais pas vous faire le coup. Je pose parfois la question à mes étudiants en disant quelle est la plus grande date de l'histoire de France. Alors d'abord, ça fait découvrir les sciences humaines, parce que nous, on ne peut pas démontrer, mais seulement montrer. On n'est pas dans le domaine de la démonstration, mais de la monstration. Chacun a raison. Vous pouvez mettre la date de la première Coupe du Monde de foot, vous pouvez mettre notre date de naissance. Personnellement, j'ai tendance à dire c'est 1994. On est surpris parce que la plupart d'entre vous étiez des contemporains de la plus grande date de l'histoire de France. C'est l'application des accords de Montego-Bay de 82, mais qui s'applique depuis 94, qui font de la France, allez, moi je dis premier domaine maritime au monde. Bon, au lieu de la dire, on a 11 millions, les États-Unis ont 11 millions, ils sont légèrement devant nous, mais dehors ça bouge. Mais je dirais, il n'y a pas que le chiffre, il y a la qualité. C'est-à-dire, Révillier vient de l'évoquer, ce domaine maritime, il procède à 96% de l'outre-mer. C'est-à-dire que la ZE numéro 1, États-Unis, numéro 3, non plus avec 11 millions, mais 8,3, c'est l'Australie. Mais vous comprenez bien que États-Unis et Australie, c'est par la taille de leur métropole, et nous, grâce à l'outre-mer, c'est à 97% par l'outre-mer. C'est-à-dire qu'il est infiniment mieux ventilé. Alors la grande question, et l'IFM s'est magnifiquement penché sur le dossier, vous avez à ma gauche le meilleur spécialiste du sujet, 11 millions de kilomètres, pourquoi faire? Bon, ceci étant dit, je crois que c'est déjà important d'en prendre conscience. Nous avons le premier domaine maritime au monde, et pourquoi est-ce que j'aime dire que c'est la plus grande date de l'histoire de France? Parce que jamais, de toute notre histoire, cocorico, le pays n'a été aussi grand qu'il ne l'est depuis 1994. On a regardé de près, même au plus haut de la période apollonienne, nous n'avons pas eu ça. Alors c'est vrai que le domaine maritime, comme l'a dit un jour une ministre de l'Environnement avec qui je n'avais pas une sympathie aiguë, que d'eau. Ah, ça va faire de l'eau. Ça, on ne va pas débattre là-dessus, ça fait beaucoup d'eau même. Mais dans l'eau, je dirais, il y a beaucoup de choses. Hein, on croit toujours que dans la mer, il y a des cachalots ou des baleines, on ne sait pas qui jalouse l'autre. Mais quand vous vous jetez à l'eau, je ne devrais pas le dire, parce que j'essaie de vous pousser en mer avec le Révillier, c'est un tsunami intersidéral. Dans une goutte d'eau, ce sont des millions, peut-être plus, de molécules qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, avec le développement de la métagénomie qui consiste à faire le séquençage non plus de gènes isolés mais croisés, il est possible qu'on ne connaisse pas plus de 5 à 6% de la microbiologie marine, en sachant maintenant qu'on sait que nous émanons du milieu marin, donc en termes de recherche pour la biodiversité, c'est sacrément intéressant. Donc voilà ce que je voulais simplement dire en propos liminaire. Oui, nous avons le premier domaine maritime au monde. C'est un potentiel, reste à savoir ce que l'on peut en faire, mais je ne doute pas qu'on va pouvoir poser cette question. Merci de m'avoir gentiment présenté. Je voudrais simplement rajouter un élément, parce que j'appartiens d'une institution à laquelle je tiens beaucoup, qui s'appelle l'Académie de Marine, qui est une vieille institution, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas à la pointe de la modernité, puisqu'elle a été fondée en 1752. Hein. Donc voilà, je suis content de saluer d'ailleurs ma consoeur Raymond l'Italien qui est là. Voilà, premiers éléments, oui, la France, jamais de toute son histoire n'est aussi grande qu'elle est aujourd'hui. Et nous avons la chance de rentrer dans un troisième temps de l'histoire qui est celui, non pas du Pacifique, mais le temps de l'océan mondial. C'est dire que, arrêtons de faire la sinistrose aiguë, il y a du potentiel, à condition de sortir la tête du guidon et de regarder la mer, et de faire mentir la phrase d'Éric Tabarly, la mer pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. Mais c'est pas un exemple, même voici même maintenant, donc tout ça c'est prometteur d'avenir. Alors, juste un point, non pas de désaccord entre Christian et moi, mais de sensibilités différentes. Christian parle de la superficie et du plus grand domaine que la France ait jamais eu. Personnellement, j'ai tendance à parler beaucoup plus de la plus grande responsabilité que la France ait jamais eue. Voilà, mais on y reviendra à la fin. C'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Je ne vois pas pourquoi il se polémique là-dessus, je pense qu'on est bien. Les éléphants sont terribles. Alors, avant de passer au deuxième point, je voulais revenir sur la mesure de ce potentiel. Vous avez travaillé, Monsieur Révillier, dans la revue maritime sur une comparaison en fait entre, par exemple, la Nouvelle-Calédonie, la Méditerranée. Comment fait-on pour déterminer le potentiel d'une ZEE donnée et où en est-on aujourd'hui en France dans cette mesure? Alors, l'étude que nous avons faite et qui nous a conduit à faire, merci Christian, un de nos mardis de la mer sur ce thème des 11 millions de kilomètres carrés, cette étude nous a amené à considérer que
il y avait 4 rubriques principales qui devaient être examinées pour voir ce à quoi servaient les ZEE. La rubrique de géographie et d'environnement, celle de politique et de gouvernance, celle de potentiel économique, et puis celle de contexte international, de diplomatie, de sécurité et de défense. Et on a poussé l'exercice sur 2 de nos ZEE, celle de Nouvelle-Calédonie et celle de Méditerranée. L'une métropolitaine avec une faible dimension d'espace maritime, surfréquentée, soumise à des pressions environnementales comme géopolitique majeure, et l'autre ultramarine, caractérisée par une gouvernance en plein bouleversement qui s'exerce dans un contexte international relativement détendu, mais qui se retend actuellement, avec une situation écologique bonne à l'extérieur et plus problématique dans les eaux intérieures lagonaires. Je pourrais, si vous le souhaitez, développer beaucoup plus chacun de ces 4 thèmes de géographie et d'environnement, de politique et de gouvernance, de potentiel économique et de contexte international. Pour chacune de ces zones, on voit que c'est extrêmement différent. Et si on poussait l'exercice à regarder l'ensemble des ZEE françaises, on verrait qu'elles ont toutes des spécificités tout à fait particulières sur chacun de ces 4 grands thèmes. Merci. Alors, on va aborder notre deuxième temps, consacré à la politique maritime de la France. Et peut-être on va commencer par une question simple. Comment s'organise cette gouvernance de la mer dans notre pays? Vous avez le sens de la question simple, un problème compliqué. C'est compliqué. Certains, beaucoup d'entre nous, rêvent certainement d'un ministre de la mer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La complication, c'est que vous avez quasiment 11 ministères en lien avec la mer. Vous avez le ministère de la Défense. Au minimum. Ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, le garde des Sceaux, parce qu'il y a le trafic des stupéfiants, Bercy, ministère des Transports, ministère de l'Environnement, etc. Alors, un ministre de la mer, si c'est un collègue de plus, ça fera 12 au lieu de 11, pourquoi pas, c'est un bon chiffre, mais globalement, c'est compliqué. La difficulté de la mer, c'est que c'est le domaine de la transversalité. Et que très honnêtement, parce que nous ne sommes pas dans un pays de fluidité, parce que nous n'avons pas été totalement marins, la transversalité n'est pas quelque chose de profondément français. Donc effectivement, on a souhaité ce qu'il y a un ministre de la mer, mais est-ce que c'est la bonne solution? Annick Girardin était précédemment ministre de la mer. Aujourd'hui, on a un secrétaire d'État à la mer. Vous allez me dire c'est moins bien, mais ce qui est bien quand même, c'est que le secrétaire d'État à la mer, Hervé Berville, est rattaché à la première ministre. Et que globalement, s'il a la première ministre derrière lui, la première ministre pourra en quelque sorte jouer la mouche du coche pour mettre les 11 ministres en perspective. C'est vrai personnellement, parce que je suis historien économiste, mais historien quand même, principalement, je regrette le temps de Jean-Baptiste Colbert, qui était à la fois contrôleur général des finances, c'est-à-dire qu'il avait Bercy, il avait l'outre-mer et la mer. Donc c'est vrai que c'était infiniment plus facile à cette époque-là. Donc on a aujourd'hui un secrétaire d'État à la mer rattaché au Premier ministre, on a également un secrétaire général de la mer, qui est un monsieur qui fait l'interministérialité. C'est quelque chose qui marche bien dans les crises, qui marche bien au quotidien, mais ça ne dessine pas pour autant une grande politique maritime, parce qu'il faut que ça soit pris au plus haut niveau, à minima par le Premier ministre, idéalement par le Président de la République. Alors les choses évoluent, je me souviens dans le cluster maritime auquel nous appartenons, mais auquel nous œuvrons beaucoup, il y a quelques années, une dizaine d'années, chaque année on se réunit, on descend souvent, on n'arrivait même pas à faire venir le secrétaire d'État au transport, enfin s'il devait venir au dernier moment, il avait quelque chose de plus important. Maintenant c'est le Premier ministre, il y a 2 ans c'est le président de la République, l'année dernière c'était le prince Albert de Monaco et le président de la République s'est invité. Donc ça commence à compter, mais le problème, c'est pas de la faute des politiques, c'est de la faute de tous. Nous ne sommes pas un pays de culture maritime. Et donc la mer, c'est sans doute quelque chose qui nous anime, comme la montagne, il n'y a pas de concurrence, le problème, comme disent certains psychosociologues, c'est les habitants des plaines, plus que ceux qui sont en contact de la mer ou de la montagne. Mais globalement, si vous voulez, le problème, c'est qu'on ne mesure pas le potentiel de la mer. Parce qu'il n'y a pas de culture maritime, la mer a commencé à rentrer dans les programmes de l'éducation nationale, mais je vais vous raconter quand même une anecdote. Bon, c'était dans le cadre du Grenelle de la mer. Le ministre en charge du Grenelle de la mer écrit au ministre de l'Éducation nationale en disant il serait bien
qui est la mer dans les programmes. Excellente idée, lui répond le ministre de l'époque qui avait pour prénom Luc. Je saisis immédiatement l'inspection générale. 8 jours après, retour du ministre de l'Éducation nationale au ministre d'État en charge d'environnement. Écoute Jean-Louis, on est surpris de ta demande parce que la mer est déjà dans les programmes. Votre serviteur se fait engueuler. Je lui dis non, tu as tort parce que c'est pas dans les programmes, donc il réécrit. Et l'inspection générale était très ouverte. Elle dit écoutez, bienvenue, venez, on va faire un petit show là. Hein. On a été reçu au ministère sur une table très poutinienne de 14 mètres. Il y avait absolument tous les programmes, tous les manuels, même ils ont été jusque-là. Ils nous ont dit regardez s'il n'y a pas la mer. Alors, on regarde, on fait pas beaucoup avant. Alors la mer, c'est ce qui dessinait la Bretagne, éventuellement le Cotentin, qui était cher, mais c'était pas du tout la notion d'espace maritime. Alors ils ont fait amende honorable, on leur a pas demandé d'être à genoux quand même, mais ils ont fait amende honorable, et progressivement est arrivée une modification du programme de géographie, de seconde, puisque maintenant il y a une notion d'espace. Concernant l'histoire, il y a encore un peu de travail, mais on commence à s'y aboutir, parce que les travaux d'Océanide ont pu montrer que, contrairement à la segmentation de l'histoire universelle, où que nous soyons situés, Antiquité, Moyen-Âge, moderne, tiers 16, 17, 18 et après contemporaine, ça c'est complètement occidentalo-centré. Hein. Ça vaut pas pour la Polynésie, l'Asie, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Et on a proposé in fine ce que j'évoquais en introduction, le temps de la Méditerranée, de l'Atlantique et le temps de l'océan mondial. C'est-à-dire ça permettrait de donner une intelligibilité à l'histoire, de la retenir plus facilement et montrer ce qu'est véritablement la France. C'est-à-dire pas simplement un hexagone avec l'île de Beauté qui pendouille en bas à droite, mais toutes les îles de la nation française. Je ne sais pas si on a cette carte de l'archipel France, je ne sais pas si on l'a, c'est une carte. Alors j'étais d'ailleurs ravi de rencontrer l'un des co-auteurs, on était 3 à fabriquer ce drapeau un peu du colonel de la mer, l'amiral Soudan qui dirigeait l'école navale, qui était là tout à l'heure, Gérard Dabouville, mais qui sèche cette année. Ça c'est la vraie carte de France. C'est tous les territoires de la nation française. Alors, je plaide pas tout de suite, il y a 2 défauts majeurs, mais expliquez-moi si vous pouvez faire autrement, à moins de revenir à la carte précédente, qui est la carte E, c'est remarquablement aussi. On n'a pas respecté les points cardinaux, parce que 2009-2010, c'était l'avenue du film Bienvenue chez les Ch'tis, donc si on avait mis la métropole au nord, ça aurait été très jupitérien dans l'heure. Et certes, on n'a pas respecté les points cardinaux, parce que qu'est-ce que vous voulez faire, eux, qui a très bien dit, la Polynésie, en gros, ça s'étend de l'Europe à l'Oural, donc c'est un peu compliqué. Mais ça, c'est autant de stands du savoir-faire français et européen partout par le monde. Alors c'est pas un repliement nombrilique à la Freud, parce qu'on a fait figurer sur tout le pourtour l'ensemble, si vous voulez, des continents. Encore une fois, on a du potentiel. Et pour la petite histoire, on en est entre nous, hein. Quand on a mis au ministère, certes c'était pas l'éducation nationale, le MEDEM, comme on disait à l'époque, de faire cette carte, ils ont oublié 3 îles. Pas de panique, il n'y a pas de lecteur dessus, mais bon, au moins ça permet, vous voyez, cette représentation graphique d'avoir au moins un palmarès complet. Donc on voit le potentiel. Ça, en plus de l'hexagone, fruit de toutes nos intentions, ça mériterait de figurer dans toutes les classes. Il faut qu'on évoque ça. Et encore une fois, on a fait figurer que la dimension 1, alors que j'évoquais tout à l'heure, la mer a 4 dimensions, et les ZEE, même si eux de l'a expliqué, ont fait aux Alpes sur la colonne d'eau, il y a quand même les terres en dessous. Et on sait aujourd'hui que la biodive du sous-sol terrestre marin est différente de la biodive du sous-sol terrestre. Donc on voit qu'il y a quand même énormément d'opportunités. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Il faut que M. Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer, prenne au collet Madame la Première ministre, ou le Président, ce sera encore mieux, en lui expliquant que la mer, c'est pas la politique de la pêche. Une politique maritime, au risque de vous surprendre, on peut en parler, c'est une politique d'aménagement du territoire. Et finalement, la géopolitique, c'est un rapport entre l'espace et le temps. Une politique d'aménagement du territoire, c'est un rapport entre l'espace et le temps. Je le dis vite en passant, parce qu'il y a beaucoup de collègues géographes qui sont là. Il faut quand même qu'on prenne conscience de cet état étonnant de notre pays. Tout passe par conteneur en dehors du gaz et du pétrole. Hein. 2 conteneurs sur 3 qui rentrent ou qui sortent de la France passent par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Et j'ai pire encore, si vous prenez la région PACA, c'est un conteneur sur 2 qui rentre ou qui sort de la région PACA qui passe par Anvers, Hambourg et Rotterdam. Donc aujourd'hui, ce qui permettrait tout à la fois de redonner de la compétitivité aux entreprises, que plus une entreprise se décale d'Alsace-Lorraine, moins elle est compétitive, quelle entreprise n'a pas besoin d'acheter pour produire ou de vendre pour exporter, qui permettrait de lutter contre la désertification, qui permettrait de lutter contre les émissions de CO2, parce que partout j'entends le plastique, oui je ne me bats contre le plastique, d'abord il n'y a pas un contenant de plastique, il y en a 5, mais si vous voulez, c'est l'acidification des océans qui procède des émissions de CO2 qui pose de pire des problèmes, même si on n'en parle jamais, parce qu'il n'y a pas d'image. Donc on voit que, avant tout, ça serait une politique d'aménagement du territoire, et le problème, on a fait encore l'expérience lors des dernières présidentielles, tout candidat veut un groupe maire,
Pensez donc à 404 000 voix, en principe quasiment à choper, c'est à peu près le parti maritime, mais c'est pas ça. Il faudrait mettre la mer au cœur de l'économie. C'est-à-dire tant que les villes de l'intérieur, à commencer par Blois, Limoges, Clermont-Ferrand, ne seront pas reliées leurs ports régionaux de proximité, les deux grands ports qui sont Le Havre et Marseille ne marcheront pas. Donc on voit qu'il faut faire quelque chose en ce sens, autant que j'ai eu l'occasion de l'évoquer ce matin, il s'est passé quelque chose de grave, à mon sens, en juin 2019. Vous vous en souvenez, c'est la venue en Europe, la dernière venue en Europe du président chinois Xi Jinping, qui a commencé par l'Italie. Pourquoi l'Italie? Parce que l'Italie, pays fondateur de l'UE, a décidé de co-signer dans le cadre des nouvelles routes de la soie, et la Chine va cofinancer dans les 10 ans le raccordement terrestre, c'est ça qui compte, des trois grands ports italiens, Gênes, Savone, Trieste, ce qui veut dire que si nous, Français, si nous, Européens, ne faisons pas le job dans les 10 ans, on aura planté le quart sud-est de la France, les entreprises, mais les habitants qui vont avec et les possibilités de développement. Donc on est aujourd'hui au pied du mur, il est temps véritablement d'avoir une politique d'aménagement du territoire, mais ça pose un problème, c'est la difficulté des démocraties qui s'enlisent dans un court-termisme, là où seul, je l'évoquais, les États autoritaires ont une stratégie de moyen terme. Donc il y a un vrai défi démocratique dans la gestion de l'espace et du temps, notamment de la temporalité, et des politiques, mais les politiques disons Bordeaux, qui sont simplement le reflet de ce que nous sommes, et de notre volonté de tout avoir pour tout de suite, et d'avoir du mal à arbitrer, trouver un savant équilibre entre court et moyen terme. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Que le président ou le Premier ministre s'y mette. Et puis, ça c'est plus technique, moi je rêve personnellement, on a créé le Conseil national de la mer et du littoral, qui est un machin de plus, qui n'était pas à la mesure initiale. Pourquoi? Parce qu'il y a 50% de politique aujourd'hui, alors qu'il aurait mieux fallu, sur la base des deux Grenelles, qu'il y ait une gouvernance à 5, État, patronat, syndicat et ONG, ça serait plus performant, parce que ça permettrait d'avoir une armée napoléonienne avec un chapeau qui mettrait dessous le Conseil civil, la marchande, etc., en marche. Bon, je crois savoir que le ministre secrétaire d'État à la mer a envie de faire ça, mais c'est compliqué. Lorsqu'il s'agit de ramener les politiques, même s'ils ne gagnent pas toutes les séances de 50% à 20%, c'est compliqué. Mais je pense que ça serait quelque chose de très positif. C'est très personnel. C'est très personnel, mais c'est tout de même assez largement partagé, effectivement. On comprend que les politiques, avec leur chapeau d'élu, disent on doit avoir au moins la parité, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils perdent en fonctionnement de ce genre d'instance. Alors, pour rester un instant sur cette question de comment est organisée et mise en œuvre la politique maritime de la France, Christian nous a fait un superbe panorama, effectivement, de l'axe politique. La gouvernance, elle s'exerce aussi au travers d'un certain nombre d'autres axes, l'axe administratif. Et l'axe administratif en France, il a eu tendance à s'affaiblir ces dernières années avec des administrations qui n'avaient plus la même spécificité qu'avant. Mais il faut quand même dire que nous avons deux sujets qui fonctionnent bien. C'est l'autorité des préfets maritimes sur l'ensemble des zones maritimes métropolitaines et qui partagent les responsabilités avec le préfet terrestre ou avec le préfet de région sur les questions littorales. Et ça, c'est une grande force, je crois, du fonctionnement français. Et puis, nous avons le concept d'action de l'État en mer, qui permet de réunir l'ensemble des administrations qui ont à agir sur les sujets maritimes dans un ensemble cohérent. Et c'est un deuxième point fort qu'un certain nombre de pays regardent avec intérêt dans nos organisations. Et puis dans la gouvernance, Christian l'a indiqué, il y a le Conseil national de la mer et des littoraux, il y a le Conseil national de la marine marchande, il y a un certain nombre de conseils comme ça, mais quand où la parité n'est pas suffisante, où la gouvernance à 5 n'est pas suffisante. Par contre, dans la gestion des aires marines protégées, dans ce genre de sujet, on a une meilleure représentation du public, donc on a une gouvernance plus ouverte. Et je crois que ça vaut le coup d'être noté. Voilà, sans ça, Christian vous a dit quelles étaient les forces et faiblesses de la politique maritime française. Moi, quand on parle de ces sujets-là, je me réfère quand même toujours au discours du président de la République aux Assises de l'économie maritime en novembre 2019 à Montpellier, qui montrait qui donnait les 5 piliers de la politique maritime de la France,
avec un pilier économique, un pilier de développement durable. Et puis, bon, ces piliers étaient développés, ce qui faisait qu'au total, il y avait 5 grands sujets, un pilier de recherche. On avait un discours qui était véritablement entraînant, mais qui n'est pas aujourd'hui encore totalement mis en œuvre. Et puis, cette politique, elle est actualisée de façon annuelle par les comités interministériels de la mer, les CIMER. Et c'est intéressant, si vous voulez suivre les grands axes de la politique et l'évolution de la politique maritime de la France, c'est intéressant de regarder les comptes rendus des comités interministériels de la mer. Il y a des documents qui sont publiés régulièrement, qu'on retrouve sur Internet, etc., qui permettent de suivre l'évolution année après année et quels sont les grands axes qui sont mis en avant année après année. En vous entendant, on comprend bien qu'il y a encore beaucoup à faire. Vous avez un peu évoqué dans ce qui est fait que dans les aires marines protégées, il y avait du bien. J'aurais peut-être revenir vers vous, Monsieur Buchet, sur les grands axes actuels de cette politique de la mer. Est-ce que cette impression à la fois d'insuffisance et de confusion qu'on a en vous entendant, c'est une impression erronée ou vous confirmez? Alors, si vous voulez bien, pour illustrer, pour faire une première réponse à votre question, l'exemple des aires marines protégées est un excellent exemple. Il y a une gouvernance à 5, mais beaucoup trop de nos aires marines protégées sont soit des aires de papier, qui n'existent véritablement que sur le papier, soit des aires qui ont des niveaux de protection qui sont insuffisants par rapport à ce qu'il faudrait pour une véritable protection de la nature. Non, je te rejoins tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, excusez-moi, je suis un petit peu cash, ce qui coûte le moins cher, ce qui rapporte plus en termes de notoriété publique, c'est l'environnement. Parce que là, on va vous faire du chiffre, je viens de le dire. C'est bien beau de décréter des aires marines protégées, mais si vous n'avez pas, comme on dit dans le jargon administratif, les équivalents temps plein pour surveiller tout ça, c'est compliqué. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que l'environnement, c'est quelque chose d'essentiel. D'abord, il faut mettre les choses en perspective. J'entends beaucoup autour de moi dire qu'il faut faire des gestes pour sauver la planète. Donc, le problème, il est dans la formulation. C'est qu'on s'est sorti complètement de la nature et qu'on s'est pris pour des grands Manitou, des apprentis sorciers qui ont tout fait. En fait, l'océan a vécu à 362 degrés, c'est nous qui déjonctons à 42. Donc, je crois qu'il faut mettre les choses en perspective. L'océan, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de vivre, mais l'océan est terriblement menacé. D'abord pas par l'océan plastique, et je l'évoquais, par les émissions de CO2. Donc on fait beaucoup d'environnement, c'est très bien, mais ça ne définit pas les contours d'une politique maritime. Je disais tout à l'heure que c'est avant tout une politique d'aménagement du territoire, c'est une politique économique. C'est par le biais du maritime qu'on pourra lutter contre les émissions de CO2. Je sais bien que les navires ne sont pas aussi propres que nos voitures, si tant est que tout cela est propre, mais il ne faut pas oublier quand même que le frottement d'une coque sur l'eau suppose moins de débours énergétiques que le frottement d'une roue de brouette sur le macadam. Donc, si vous voulez, je dis ça parce que j'ai beaucoup de débats avec mes étudiants, ils adorent la mer, ils adorent l'histoire maritime, ils me disent, monsieur, notre problème, nous, c'est les bateaux, on n'aime pas les bateaux. Je dis, c'est dommage, c'est hyper sympa. Ils disent, non, parce que c'est l'instrument de la mondialisation. Donc là, il y a quelque chose, je vous dis ça, mais c'est pas encore arrivé, ça arrivait dans 2-3 ans. C'est des étudiants de première et seconde année qui n'ont rien à voir avec les bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Mais je leur dis, d'abord, il faut mettre les choses en perspective. Un frigidaire transporté entre Shanghai et Anvers, je dis Anvers parce que c'est le premier port français, donc ça met bien la Corse en Belgique, encore une fois, ça provoquera beaucoup plus, plutôt, ce même frigo transporté entre Anvers et Rennes au nord de la Loire, c'est 300 fois plus cher que le transport entre Shanghai et Anvers. Il provoquera plus d'émissions de CO2 dans son transport entre Anvers et Rennes qu'entre Shanghai et Anvers. Donc, ça pose, oui, la question de la mondialisation. Je ne dis pas que je suis à fond pour la mondialisation, mais l'idée de se crevier et tout vouloir faire, je dis à mes étudiants qui veulent tous faire de l'humanitaire ou de la géopolitique, ça veut dire que vous êtes contre la répartition internationale du travail, ce qui pose d'autres problèmes. Donc, on voit qu'il y a certainement des choses à faire. Il y a des projets en termes de transport qui sont assez étonnants. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, mais on va vers quelque chose qui permettra de voler à la vitesse d'un avion, donc infiniment plus vite qu'un bateau et qui n'aura aucune émission de CO2 parce qu'il votera dans les véhicules à effet de serre. Donc il y a des solutions qui se pointent à l'horizon.
Mais aujourd'hui, il faut une politique de la mer équilibrée, c'est-à-dire faire de l'environnement, c'est un pilier, c'est une patte, mais il ne faut pas marcher à cloche-pied. Il faut faire de la mer par une politique d'aménagement du territoire pour permettre à nos ports de marcher. Tant que nos ports ne marcheront pas, il y a un surcoût qui plombe la compétitivité, qui provoque en même temps des émissions de CO2. Et ça, les politiques ne sont pas encore vraiment au courant de ça. Parce que nos élites qui ont fait l'ENA, ils n'ont rien rencontré sur la mer. Bon, Jean-Yves Borloo, au Grenelle de la mer, avait écrit au directeur général de l'ENA en demandant ça serait formidable s'il y avait 8 heures sur, non pas la mer, on va pris pour des boudins, mais sur la géoéconomie des flux en seconde année, 8 heures sur l'année, hein, je dis bien, il n'y a pas eu de réponse, ça vient quand même à Nice, c'est 18 mois en question. Bon, donc tant qu'on n'aura pas vraiment pris conscience du potentiel de la mer, et ça commence, c'est au moins l'un des grands avantages du Grenelle de la mer. Aujourd'hui, encore une fois, on connaît à tout casser 3 à 6% de la microbiologie marine, donc tout ce qu'on est en droit d'espérer au niveau de la pharmacopée, etc., émanera de la mer. Donc sans la mer, on ne passera pas. Mais ça suppose une politique beaucoup plus forte, avec beaucoup plus d'investissement dans la recherche, voire même un changement de comportement. Moi, je me demande si, à chaque fois qu'on change de période historique, il y a une manière de voir, d'avoir et d'être. On est en train de découvrir enfin ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire que pour peu qu'on contemple avec un peu d'émerveillement ou de manière un peu plus aimante, chacun mettra le qualificatif qu'il veut, la mer, on se rend compte que la mer, c'est faire des choses que nos R&D les plus sophistiqués ne savent pas faire. Enfin, multiplier les choses. Et que donc, il y a peut-être un autre moyen de voir, il y a peut-être une nouvelle harmonie à trouver avec la nature, d'abord en réintégrant la nature que nous avons fui. Et donc, la mer, de ce point de vue, sans la mer, on ne passe pas. Et en même temps, on n'a pas d'océan de rechange, on est bien d'accord. Donc, il y a un équilibrage à trouver. Et je rêve, la question de la pêche est éminemment importante. J'ai un respect infini pour les pêcheurs, qui sont pas, c'est pas eux qui expliquent la diminution totalement des poissons, mais il ne faut pas limiter la mer à cette seule question. La mer, c'est un enjeu qui crée la fluidité. Notre pays souffre, et c'est une constante historique, d'avoir toujours été un pays qui n'est pas dans le mouvement, le changement et la fluidité. C'est-à-dire que finalement, une politique maritime commencerait, et c'est dire que je suis honoré et heureux de parler devant mes chers collègues d'histoire-géographie ce soir, c'est nous qui avons le boulot majeur. Une politique maritime doit commencer par une maritimisation des esprits. Donc nos jeunes, qui eux sont hyper ouverts à ça, maritimiser les journalistes. J'ai eu la chance autrefois d'avoir un éditorial sur une grande chaîne, et je me plaignais auprès du dirigeant de cette station, qui s'appelait Jean-Pierre Elkabbach, je dis on ne parle jamais de la mer. Et j'avais réussi à obtenir de lui l'explication, il m'avait dit mais c'est normal parce que la mer est divisée entre 3 journalistes. Le sportif, l'environnement et la défense. Et pour peu que le sujet tape pas pile poil dans l'angle, on est dans le triangle des Bermudes. Il faudrait peut-être former nos journalistes à ce que la mer peut montrer, comme former nos politiques. Ils savent bien qu'il y a quelque chose à attendre de la mer, mais de là mettre des milliards là-dedans, en sachant que s'ils les mettent, c'est pas eux qui feront les profits, mais le deuxième successeur, et que tout le monde veut de l'immédiat entre les lits de réa et les places dans les prisons, c'est compliqué. Il y a un défi démocratique. Je le dis parce que c'est quelque chose qui me mine depuis quelque temps. Le XXe siècle s'est terminé magnifiquement avec la victoire des démocraties sur tous les monismes en tout genre, pourvu que le XXIe se termine de la même manière, parce qu'au moment où nous basculons dans un autre temps, seuls les États autoritaires ont une stratégie de moyen terme quand les démocraties sont dans le court-termisme. Beaucoup de mes étudiants m'expliquent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants parce que la Terre est finie, etc. On se dit, oulala, ça manque de perspective. Pour ajouter un tout petit élément sur les moyens que la politique met à disposition pour la surveillance et la protection de nos espaces maritimes, l'ancien chef d'état-major de la marine disait volontiers que pour la zone de Polynésie française, il avait des moyens de surveillance et d'intervention qui étaient équivalents à si en France métropolitaine, la police et la gendarmerie avaient une mobilette installée dans le centre du pays. Voilà. C'est ça les moyens qui sont mis pour protéger et surveiller nos espaces maritimes. Or, un espace qui n'est pas surveillé et visité, un espace qui est visité et pillé, et un espace qui est pillé demain sera contesté. Et donc, si on veut garder nos ZEE,
Il faut avoir une vraie politique de présence. Merci pour vos interventions. Nous arrivons au troisième temps de cette table ronde qui pose la question de la capacité de la France d'utiliser sa ZE comme un outil de géopolitique. Donc, j'ai envie de vous entendre sur cette question et peut-être aussi sur Tromelin, qui a été plusieurs fois avancé par vous dans nos échanges préparatoires. Donc, est-ce que la ZEE est un outil de géopolitique pour la France ? Pour la Chine, oui, mais je te laisse commencer par la France et la Chine. Oui, nos ZEE, nos espaces maritimes sont un véritable outil de présence internationale et de relations internationales. Alors, nos ZEE, on a relativement peu de contestations sur nos ZEE. Généralement, les contestations sur les ZEE proviennent du troisième alinéa de l'article 121 de la Convention de Montego Bay. Le premier dit que pour définir une ZEE, une île est une étendue naturelle de terre entourée d'eau qui reste découverte à marée basse et une île a droit à une ZEE. Sous réserve du paragraphe 3, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental d'une île sont délimités conformément aux dispositions générales de la Convention. Mais, pour des questions de politique au moment de l'élaboration de la Convention, le paragraphe 3 dit « Les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre n'ont pas de zone économique ni de plateau continental. » Alors ça, ce petit paragraphe pose trois questions. Qu'est-ce que c'est qu'un rocher? Qu'est-ce que c'est qu'une habitation humaine? Et qu'est-ce que c'est qu'une activité économique? À partir de là, il y a eu beaucoup de contestations de zones économiques, mais les seuls, finalement, la France a été peu concernée par ces contestations. Et les contestations françaises, on a quoi? On a... en eau métropolitaine, la déclaration de la ZEE en Méditerranée qui a été faite à la suite du Grenelle de la mer a entraîné des différends avec essentiellement l'Espagne et un peu avec l'Italie, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur comment se fait la diagonale entre les deux espaces, qui vient un peu plus, qui vient un peu moins. Alors ça, ce sont des zones tout petites. Ça a un gros inconvénient, c'est que ces zones qui sont réclamées par deux pays, finalement, aucun n'ose y intervenir. Et donc ces zones ne sont pas bien surveillées. Ce sont des zones grises sur lesquelles aucun des deux États contestataires n'ose envoyer ses navires de police. Et donc on peut avoir de la pêche illicite, des activités illicites, etc. On n'ose pas y aller parce que l'autre va nous engueuler. Dans les départements et régions et collectivités d'outre-mer, il n'y a pas de contestation d'espace maritime si on met de côté le cas de la souveraineté de Mayotte. Bon, en ce qui concerne Mayotte, bien que l'ONU considère l'île comme un territoire non décolonisé, nous avons déclaré une ZEE. Bon, à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a eu un arbitrage complètement aberrant qui fait que nous avons bien une ZEE de 200 000 mais, au sud de l'archipel, mais sur la largeur de l'archipel, et non pas avec des diagonales comme ça devrait se faire partout ailleurs. Et puis, on a le cas de Clipperton, ou un arbitrage, mais un arbitrage là aussi de propriété ou de souveraineté a été rendu en faveur de la France. Dans les terres australes et antarctiques, en Terre Adélie, il n'y a pas de ZEE, parce que le traité de l'Antarctique le prévoit. Les îles australes ainsi que les éparses disposent de zones économiques. Dans l'archipel de Kerguelen, il y a eu une contestation par un pêcheur qui voulait pouvoir pêcher la légine, mais cette contestation a été écartée. Et puis il y a le cas de Tromelin, dont
dont finalement la souveraineté est contestée par Maurice. Alors, sur le cas de Tromelin plus spécifiquement, l'histoire Tromelin est restée française dans le traité de 1814, je crois, Christian, entre la France et l'Angleterre sur le partage des îles, et la version française du traité, qui normalement faisait foi, disait clairement que Tromelin ne faisait pas partie des possessions transférées à la Grande-Bretagne. La version anglaise ne dit pas exactement la même chose, donc Maurice en profite pour réclamer la souveraineté. La diplomatie française a fait de grands efforts pour trouver une solution politique de façon à ce que on ait des accords de coopération sans que ces accords ne parlent de souveraineté. L'objectif français est en triple: conserver la souveraineté, éviter les procédures contentieuses internationales parce qu'on ne sait jamais ce qui peut en sortir, et s'éloigner du différent en créant de l'intérêt. L'accord de 2010 comprend 3 conventions annexes sur la cogestion en matière de recherche archéologique, en matière environnementale et en matière de ressources halieutiques. Cet accord permettait de montrer l'ouverture de la France à des discussions sur l'utilisation des C2 sans mettre en cause nos droits souverains. Malheureusement, si l'accord a été ratifié par Maurice, il n'a pas été ratifié par la France. Quelques députés ayant cru devoir faire valoir que la souveraineté était entachée par cet accord. Je crois que cet accord, il est tout à fait symbolique de comment on peut utiliser nos ZEE de façon à faire de la géopolitique et à faire des accords internationaux. C'est un accord qui permettait d'éviter des contentieux, de se mettre à une gestion commune des pêches dans la zone, sachant que les pêcheurs français ne viennent pas pêcher dans cette zone qui est riche en thon germant, mais le thon germant il se vend moins bien que les thons que les pêcheurs français pêchent près de la Réunion. Donc ça passionne pas les pêcheurs français, mais c'est quand même une ressource à sauvegarder. Donc on avait la possibilité d'avoir de vrais accords de cogestion, on avait la possibilité d'avoir des vrais accords archéologiques. Or, l'histoire de Tromelin fait qu'il y a un vrai intérêt archéologique. Il y avait la possibilité d'avoir des moyens de cogestion sans mettre en place de perte de souveraineté. Et ça pourra, je pense, même si on a raté le cas de Tromelin, ça peut servir dans d'autres cas, et ça peut être un modèle dans d'autres cas. Oui, j'avoue, comme débat, c'est raté, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Non, pour élargir, parce qu'en partant d'ailleurs de Tromelin, qu'est-ce qu'a pris à l'île Maurice de revendiquer un certain nombre d'éléments? Moi, je suis convaincu que la Chine est derrière. C'est-à-dire que globalement, l'île Maurice, parce que la Chine a besoin d'un hub pour mieux pénétrer le marché de l'hémisphère sud de l'Afrique, et il faut un hub au large, et où probablement l'île de la Réunion française ou l'île Maurice. Bon. Et c'est évident que ça intéressait, c'est probablement les Chinois qui ont le sens du droit et l'histoire du droit très poussé, de remarquer que les Anglais nous ont mal phagocyté un accord et qu'il y avait certainement des mauvais traducteurs à l'époque. Donc effectivement, ça peut se discuter cette affaire. Mais c'est évident qu'à partir du moment où Tromelin aurait récupéré une partie de cette ZEE, la Chine aurait été plus naturellement intéressée à venir au niveau de Tromelin. Je dis ça parce que oui, nous pouvons avoir une géopolitique, oui, il y a beaucoup de choses à faire. On ne va pas rentrer dans les choses qui fâchent, parce que
je fais partie des gens qui ont le principe de précaution attaché au cœur. J'ai entendu le monsieur maire de Nicolas Hulot, mais j'en profite tout de suite pour vous dire que le principe de précaution, ce n'est ne pas faire. Ce n'est pas ne pas faire. C'est, il y a des risques, mais on est obligé d'avancer parce qu'il est possible qu'il y ait en 28 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2050, 3 milliards de terriens en plus, soit 3 fois la population mondiale de l'époque de Napoléon Ier, ce qui pousse quand même le portillon, et il faudra bien avancer. Donc le principe de précaution a été un peu galvaudé en j'interdis de, non, c'est pouvoir faire. Donc je dis ça parce qu'il y a énormément de choses à faire, et la Chine aujourd'hui a une vraie géopolitique de ses ZE. On sait, grâce à l'espionnage de haut niveau américain, que le seul élément, vu du point de vue de la Chine, dans l'entourage le plus étroit autour du président Xi Jinping, qui pourrait éventuellement empêcher la Chine de devenir la première puissance économique mondiale en 2049, parce que ça sera le 100e anniversaire de la Révolution, ils ont le sens de l'histoire, c'est de ne pas avoir un domaine maritime de 5 millions de kilomètres carrés, ils en ont que 3,8, donc on sait qu'ils ont besoin d'1,5 million de kilomètres carrés en plus, qu'il y a tout dans la mer, y compris pour ceux qui aiment le CO2. Bon, et parce qu'aujourd'hui, on sait par seule observation que l'une des bases arrières du développement économique chinois, c'est le Brésil. C'est par observation. Et on sait très bien, les élections d'ailleurs en ce moment, que c'est pas en vendant ses bijoux de famille que ça enclenche un processus de développement au Brésil. Donc un jour ou l'autre, ça va. Et on n'en parle pas assez, quoique maintenant ça commence un peu grâce à la géopolitique qu'on peut étudier, mais toute la stratégie chinoise, à travers deux stratégies qu'on appelle celle de la langue de bœuf, c'est-à-dire au niveau de la mer de Chine méridionale, c'est à celui qui trouve la carte la plus vieille. Maintenant, il faut descendre au XIe siècle pour prouver qu'il y avait un droit éminent de propriété au XIe siècle qui peut justifier, c'est des îlots et des déserts, que ça nous appartient. Immédiatement, on fait la zéro autour. Ou alors les Chinois, ils font des fausses cartes, mais avec des vieux papiers quand même, des fois, on rectifie la carte, ils sont assez bons quand même. Ou alors on fait des îles naturelles artificielles, c'est deux adjectifs qu'on marie rarement ensemble, il faut le reconnaître, c'est-à-dire des îles artificielles parce qu'elles sont créées, mais avec des matériaux naturels. Ils ont des flottes spécialisées dans les BTP de grande envergure, et pareil, je pense au Spratley, je pense au Paracel, etc. Je dis ça parce que ça montre que nous, on a 11 millions, on s'en gargarise un petit peu, mais en même temps, je me rends compte que, même si avec eux, parce que des fois on a fait une mesure avec eux, ça fait 10 ans qu'on vend notre ZE, et on se dit, mais on enfonce des portes ouvertes. Non, pas du tout. Vous êtes au courant, vous êtes des profs, et les profs d'histoire géo, je crois, mais je peux vous dire, dans beaucoup d'endroits, on découvre, et on voit le potentiel. Alors nous, on n'en fait pas grand-chose, mais quand vous voyez les efforts que se donne la Chine comme relais de croissance à partir de ces ZE, je pense qu'il vaut mieux voir ce que l'on peut faire. La France est potentiellement l'un des pays les plus fortement détenteurs de terres rares. Vous savez, cette terre rare, ça porte très mal son nom, ce truc-là, c'est les 17 métaux stratégiques que vous avez probablement dans vos poches, vous n'avez pas de machin, et on a besoin aussi pour les pales des éoliennes. Je le précise, il n'y a pas que pour l'électronique. La Chine exporte 82% des terres rares mondiales. Le président chinois a décidé qu'il allait baisser très progressivement ses exportations. Donc on s'excite beaucoup depuis 10 ans. Deuxième réserve mondiale de terres rares, ça s'appelle le Groenland. Deuxième réserve mondiale d'ailleurs d'uranium. Vous vous rappelez que le président Trump, en plein été, avait fait une proposition d'achat, mais il savait très bien que ça ne passerait pas, parce que ce n'était pas lui qui avait d'autres trucs. Et puis la France est peut-être détenteur, au large de l'archipel de la société de Tahiti, pour faire court, d'une bonne partie des terres rares mondiales. Donc on voit qu'il y a quand même du potentiel. L'outre-mer, le domaine maritime français, c'est essentiel. Et je dis ça parce que, fut un temps, on avait le sentiment que c'était l'outre-mer qui voulait quitter le navire amiral. Et on n'est plus du tout dans cette optique-là, c'est plutôt la métropole qui se dit, mais ça nous coûte combien ces machins-là? Peut-être beaucoup, mais ça dépend ce qu'on en fait. Hein? Si vous là envoyez des fusées, je vous conseille plutôt de les faire partir de Kourou que de Stockholm, hein, sans être spécialiste dans les problèmes. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'éléments, il y a une vraie réflexion à avoir sur tout ça. J'ai eu une chance folle dans une autre vie, lorsque je pilotais cette autorité sur le Grenelle de la mer, j'ai eu la chance d'aller ouvrir et de suivre pendant 1 an et demi tous les conseils maritimes ultramarins, et on s'est rendu compte sur la base de chaque conseil maritime ultramarin que l'outre-mer marche pas bien parce qu'il n'y a pas de politique maritime. L'outre-mer n'est pas tourné vers la mer, on est bien tous français. J'ai découvert à ma plus grande stupeur, parce que c'est pas parce qu'on est nul qu'on est tourné vers la mer, ça marche pour les Anglais, ça marche de manière épisodique pour le Japon. Et je me souviens quand j'ai été accueilli par Serge Letchimy, qui est le président de la région Martinique, qui m'a dit, avant de commencer votre croisade pour la mer, vous allez voir, c'est pas si vieux que ça, hein, ça fait 9 ans, il y a 2 choses qu'on n'aime pas ici, c'est la mer et les chiens.
Il a vu que j'étais en plein de jet lag, ah oui, la mer, c'est elle qui nous a amené les chiens, ceux qui nous rattrapaient lorsqu'on voulait fuir des conditions d'esclaves. Bon. Oui, c'est pas ça. En Guadeloupe, au moment où nous parlons, vous avez près de 80% des jeunes en âge de nager qui ne savent pas nager. Alors je m'étais complètement enfoncé stupidement, mais je ne faisais pas partie par l'éducation nationale. Si, mais il y a 3 piscines avec une seule qui marche. Alors là, coup de grâce finale et la mer. C'est dangereux. Dans le programme du Conseil économique et social de la Guyane, qui n'est pas une île, certes, bon, mais il y avait une île Maumère, une île maritime. Donc si vous voulez, en dehors des Polynésiens pour des raisons culturelles, en dehors d'un endroit que nous avons beaucoup avec eux, qui est Saint-Pierre-et-Miquelon, on est tous français de la même espèce, hein, quelque part. Et donc si vous voulez, on se souvient tous de cette difficulté de l'outre-mer avec il y a quelques années, 44 journées consécutives de grève générale. Mais quand vous êtes un outre-mer dans un pays qui n'a pas de politique maritime ambitieuse et qui lui-même n'est pas tourné vers la mer, ça ne peut pas le faire. Donc on voit que quelque part, il est urgent aujourd'hui de jouer la carte mer parce que c'est ça qui nous donne ce potentiel et c'est ça qui nous unit et c'est ça qui peut créer un véritable développement. Donc oui, il doit y avoir une vraie géopolitique de la mer. Elle est là, de la montrer, mais elle n'a pas encore l'ambition d'autres pays. Les États-Unis n'ont toujours pas signé Montego Bay. Parce qu'ils veulent, on a été un peu court, on a 200 000 marins, mais si vous pouvez prendre une flotte continentale continue, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et c'est tellement important pour les Américains qu'ils aimeraient avoir beaucoup plus loin. Donc on voit quelque part que cette mer, alors on va peut-être passer au dernier point, parce que c'est quelque chose qui tient beaucoup à l'Institut français de la mer, à Haute-Lier, je te passe le plat, c'est qu'on a réglé le problème des ZE, mais la haute mer, en gros c'est 66% de la mer. Aujourd'hui, première année, premier service, zone de non-droit, le Far West, comme disait le chef d'état-major de la marine ce matin, il serait peut-être bien, je me substitue à vous, hein, que tu nous parles de cette initiative de l'IFM, hein, je suis parti de l'IFM, c'est une galère, hein, la mer, bien commun de l'humanité, parce que ça, c'est un véritable enjeu. C'est ça la question, en fait. Bon. Merci Christian pour cette transition, effectivement. Quelle perspective pour que l'ensemble de l'océan soit respecté. Nos réflexions à l'Institut français de la mer sur le sujet nous ont amené à plaider, en France, mais bien entendu à l'international, pour que l'océan soit reconnu comme un bien commun. Et un bien commun de l'humanité. Parce que pour nous, un bien commun, c'est quelque chose d'abord dont on porte la responsabilité individuelle et collective. Alors, l'océan, c'est un bien commun au sens que ça fait du bien également à tout le vivant. Mais seul l'humain peut être appelé à la responsabilité sur l'état de l'océan. Appeler à ce que l'océan soit un bien commun de l'humanité, c'est appeler l'ensemble de la communauté internationale et l'ensemble de ses membres à se sentir et à se savoir et à agir en responsabilité vis-à-vis de l'océan. Et quand on sait que 97% de la pollution marine vient de la Terre, on voit bien que la responsabilité, elle est partout. Et quand je pousse un tout petit peu le raisonnement, je n'oublie jamais de dire que l'océan, il commence en haut de la montagne. Il commence en haut du bassin versant, parce que c'est là qu'il commence à recevoir tous les polluants, que sont les déchets visibles et invisibles, que sont les déchets chimiques, que sont les engrais, que sont les perturbateurs endocriniens, que sont les médicaments que nous rejetons, que sont tout ce qui circule. Alors, on parle à raison beaucoup des plastiques, et c'est très bien si il y a un accord international pour limiter l'usage des plastiques et leur risque de se retrouver à la mer. C'est très bien qu'il y ait des accords sectoriels, mais il faut qu'on arrive à avoir un jour une vision d'ensemble sur tout ce que nous apportons, nous, êtres humains, comme résidus, comme déchets via les fleuves, et puis aussi, bien entendu, via l'atmosphère, parce que, comme le disait Christian, un des grands problèmes de l'océan, c'est le CO2 et le réchauffement. Mais
tous ces sujets de pollution, ce sont des sujets sur lesquels nous avons une responsabilité individuelle et collective. C'est pour ça que nous essayons, dans les instances internationales et dans les accords qui sont en cours de négociation aujourd'hui, de faire mettre cette notion morale d'océan bien commun. Et vous me direz, mais une notion morale, c'est ridicule, ça marche pas, etc. Eh bien moi, je vais vous dire au contraire, je suis convaincu que aujourd'hui, pour faire avancer la protection de l'océan, il faut partir de notions morales. L'accord sur la protection de la biodiversité au-delà des zones économiques exclusives, l'accord TPBNJ, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle, qu'on essaye de le négocier, etc. Quand il sera négocié, quand il sera signé, il faudra encore quelques années pour qu'il soit ratifié. On peut beaucoup critiquer le système des COP, les COP climat, les COP biodiversité. Vous savez, ces COP dont on ne comprend plus rien, parce qu'il y a la 15 et puis la 26 qui se tiennent à peu près en même temps, parce que l'une c'est sur le climat, l'autre c'est sur la biodiversité, mais on ne sait plus laquelle. Eh bien, pour nous, il faut également une COP sur l'océan, rattachée à la Convention du droit de la mer, à la Convention de Montego Bay, de façon à ce que les États, avec cette pression morale, viennent, comme dans toutes les autres COP, prendre des engagements. Et puis, comme dans les autres COP, ils reviendront 2 ans après pour dire « j'ai pas tout fait, mais je ferai mieux la prochaine fois ». Mais s'ils n'ont pas tout fait, ils ont fait une partie. Tandis que si on attend un accord international, on ne fait rien. Et donc moi je suis persuadé que, et on est un certain nombre à être persuadés, qu'il vaut mieux un système d'engagement moral et puis de rendez-vous réguliers d'examen que de vouloir faire des grands accords internationaux auxquels les circonstances ne prêtent pas véritablement aujourd'hui. Et puis, pour appuyer également ce besoin de reconnaissance de l'océan comme un bien commun et de forums de négociation de progrès pour sa protection et son utilisation durable, il faut que la science soit mise à contribution. Et on a besoin, finalement, pour l'océan, d'avoir le pendant de ce qu'est le GIEC pour le climat ou l'IPBES pour la biodiversité, d'un panel d'experts internationaux pour la connaissance de l'évolution de l'océan. Donc pour nous, il y a aujourd'hui un trépied nécessaire pour la protection et l'usage durable de l'océan. C'est sa reconnaissance comme un bien commun. C'est l'existence d'une conférence des parties à la Convention de Montego Bay. La Convention de Montego Bay, elle est signée par la quasi-totalité des États, à l'exception des États-Unis, mais ils en sont les plus farouches défenseurs, en fait, de la Turquie et de quelques autres pays. Donc la communauté internationale, elle est là, elle est présente. Il nous faut donc la reconnaissance de l'océan comme bien commun, une COP et ce que nous appelons l'IPOS, l'International Panel for Ocean Sustainability. Ça, ce sont 3 outils que nous prenons. Ce sont 3 outils que nous avons pu présenter en février dernier au One Ocean Summit, organisé à Brest. Ce sont 3 outils qu'on a présenté également à la conférence des Nations Unies sur l'océan de Lisbonne, mais cette conférence, elle n'est pas une COP océan, parce qu'en fait, c'est une conférence qui a comme sujet uniquement l'application de l'objectif, de l'ODD 14, de l'objectif de développement durable 14, celui qui a trait à la mer. Il n'y a pas que l'objectif de développement durable 14 comme sujet maritime, comme sujet marin. Donc, ce sont des instances où on porte ces idées qui petit à petit font leur chemin. L'océan bien commun de l'humanité, pour un certain nombre de gens maintenant, c'est une évidence. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous la même définition de l'évidence qu'il y a dessous. Mais on avance, on progresse. Le panel international d'experts, c'est un sujet qui a été repris par l'Europe et sur lequel on a bon espoir d'arriver. La conférence des parties à la conférence de Montego Bay, il y a des chicayas à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies qui fait que l'avancée est plus délicate. Mais on y arrivera. Merci beaucoup, Monsieur Réguillier. Nous arrivons au terme
de notre échange, mais nous avons prévu un temps pour vos questions. Donc, sentez-vous libre de les poser. Nos intervenants sont prêts pour vous.